Les murs de pierre du château de Chopin résonnent encore des cris étouffés depuis plus de 4 siècles. Et pourtant, dans le silence glacé des nuits d'hiver, on jurerait qu'ils rebondissent encore contre le granit froid. Si vous vous tenez dans les ruines de la tour où elle fut murée vivante, vous pouvez presque le sentir. Une odeur métallique, celle du fer mêlée à la douceur écœurante de la décomposition. Nous sommes en 610, et dans les profondeurs de cette forteresse, une femme de sang noble s'assoit dans un bain, qui n'est pas rempli d'eau. Le liquide est plus sombre, plus épais. Il fume dans l'air glacial du cachot. Sa peau pâle, ridée par le temps malgré ses efforts désespérés pour arrêter l'âge, brille d'un rouge profond sous la lueur tremblante des bougies. Elle passe lentement ses mains dans le bain chaud, persuadée que ce rituel lui rendra sa jeunesse, sa beauté, son pouvoir. Mais la jeune fille, dont la vie emplit désormais cette baignoire macabre, ne reverra jamais le lever du soleil. Elle n'avait que 16 ans, une servante innocente, coupable d'un seul geste. Avoir accidentellement tiré les cheveux de la comtesse en les brossant. Pour cette faute minime, elle a tout perdu. Voici l'histoire d'Elizabeth Bay, la comtesse sanglante. Une femme dont le nom est devenu synonyme d'une cruauté si inhumaine, que même les enquêteurs de son époque tremblaient en écrivant leur rapport. Mais pour comprendre le monstre, il faut d'abord comprendre la femme et le monde qui l'a façonnée. Un monde où le pouvoir valait plus que la vie, et où la souffrance des autres n'était qu'un prix à payer. Avant de plonger dans ces récits oubliés de sang et de survie, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Je trouve fascinant que nous explorions ensemble ces histoires, anciennes depuis différents coins du monde, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Elizabeth Bay est née en plein 160, au cœur d'une des familles les plus puissantes de Hongrie. Le nom Bay inspirait la crainte dans toute l'Europe de l'Est. Des chasseurs de dragons, des tueurs de vampires, des politiciens sans pitié, mais cette lignée noble portait aussi une malédiction. Des générations de folie et de sang mêlé qui allaient de bientôt engendrer l'un des esprits les plus sombres de l'histoire. C'était une enfant magnifique, à la peau de porcelaine et aux yeux sombres, intelligents, qui semblait absorber tout ce qui l'entourait. Elle reçut l'éducation réservée à la noblesse. Elle lisait et écrivait dans 4 langues, débattait de philosophie, et se déplaçait avec l'assurance de ceux qui sont nés pour gouverner. Mais derrière les portes closes de la demeure familiale, elle apprenait d'autres leçons. À l'âge de 11 ans, elle assista à sa première exécution. Un paysan, accusé d'avoir volé du grain, fut amené devant son père. La sentence, la mort. Mais ce n'était pas une mort rapide. C'était une démonstration lente, calculée, destinée à inspirer la peur. L'homme fut dépouillé, attaché, et laissé à geler sur la place du château, pendant que la famille observait depuis la chaleur de leurs appartements. Élisabeth colla son visage contre la vitre, fascinée. Elle regarda la peau de l'homme virer au bleu puis au violet, puis au noir, et elle ne détourna pas le regard, même lorsque ses doigts commencèrent à se briser sous l'effet du froid. Des années plus tard, elle confiera à ses servantes que c'est ce jour-là qu'elle avait compris la véritable nature du pouvoir. Pas seulement le pouvoir de donner la vie, mais celui, bien plus enivrant, de la retirer lentement, en observant la lumière s'éteindre dans les yeux d'une autre personne. À 15 ans, Élisabeth fut mariée à Ferenc Nadasdy, un commandant militaire connu dans toute la Hongrie sous le nom du Chevalier Noir. Comme toutes les unions nobles, leur mariage fut arrangé. Mais Ferenc n'était pas un mari indifférent. Il partageait, voire encourageait, les penchants grandissants d'Élisabeth pour la cruauté. Certains disent même qu'il fut son premier véritable professeur dans l'art d'infliger la douleur. Ferenc passait de longues années loin du foyer, menant des campagnes sanglantes contre l'Empire ottoman. Et lorsqu'il rentrait, il rapportait avec lui plus que des récits de guerre, des techniques de torture et d'interrogatoire apprises autant de ses ennemis que de ses alliés. Leur lune de miel, si l'on peut l'appeler ainsi, se déroula dans les cachots de leur château. Là, le couple expérimentait sur des serviteurs qu'il jugeait insoumis. Élisabeth apprit à manier les fers brûlants, les aiguilles et les lames avec une précision chirurgicale. Elle découvrit que le corps humain pouvait supporter bien plus de souffrance qu'elle ne l'avait imaginé, et que l'esprit, lui, se brisait bien avant la chair. Mais surtout, elle comprit que cette douleur, celle qu'elle causait, lui procurait une excitation qu'aucun vin, aucun bijou, aucune fête ne pouvait égaler. Durant ses premières années de mariage, les meurtres restaient rares, discrets, méticuleusement dissimulés. Une servante ayant brisé un vase précieux pouvait être battue à mort, puis enterrée dans le silence. Sa disparition expliquée comme une fuite volontaire.
Un garçon d'écurie coupable d'avoir parlé sans respect était retrouvé sans vie, prétendument frappé par un cheval. Mais les blessures racontaient une autre histoire, une histoire bien plus sombre, où chaque cri étouffé devenait, pour Elizabeth Bay, une douce mélodie de pouvoir. Ferenc mourut en 1604, officiellement d'une maladie, mais certains murmuraient que même le chevalier noir avait fini par être effrayé par les désirs de plus en plus extrêmes de son épouse. À sa mort, Élisabeth hérita de vastes domaines, d'une immense fortune, et surtout d'une liberté absolue. Elle régnait désormais seule sur ses terres et sur les vies qui s'y trouvaient. Elle avait 44 ans, et les premiers signes de l'âge commençaient à apparaître. Ses rides légères, presque invisibles, allaient devenir son obsession. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus personne à craindre, plus personne pour lui dire non. La première fois qu'Élisabeth tua pour le sang, ce fut presque un accident. Une jeune servante l'aidait à s'habiller lorsqu'elle tira par erreur les cheveux de la comtesse avec une broche. Élisabeth se retourna brusquement et la gifla avec une telle force que son anneau entailla profondément la joue de la jeune fille. Le sang éclaboussa la main d'Élisabeth. En l'essuyant, elle remarqua quelque chose, ou du moins, elle crut remarquer quelque chose. La peau où le sang avait touché paraissait plus lisse, plus souple, presque rajeunie. Qu'importe si c'était réel ou non, Élisabeth y crut. Et cette croyance allait tout changer. Elle commença par de petites expériences. Une piqûre ici, une coupure là. Toujours sous un prétexte quelconque, une faute, un oubli, une maladresse. Elle recueillait le sang dans des coupes d'argent et l'appliquait sur son visage, observant son reflet pendant des heures, à la recherche du moindre signe de jeunesse retrouvé. Mais au fil des mois, sa conviction grandit. Le sang devait être frais, encore chaud, celui qui coulait d'un corps vivant. Dès lors, ses victimes ne pouvaient plus seulement être blessées, elles devaient mourir. La transformation d'Élisabeth, de noble sadique en tueuse en série, fut lente, mais inévitable. Au début, elle tuait une servante tous les quelques mois, choisissant toujours les plus jeunes, les plus belles. Elle croyait que leur jeunesse pouvait se transmettre à elle à travers leur sang. Peu à peu, elle développa de véritables rituels, des cérémonies inspirées de la magie, populaires que sa tante lui avait enseignées des années auparavant. Les meurtres avaient lieu dans les profondeurs du château, dans des pièces isolées par d'épaisses pierres et des tentures lourdes qui étouffaient tout cri. Les victimes étaient dépouillées, attachées et torturées lentement, pendant que leur sang était recueilli dans des bassins. Élisabeth croyait que la peur et la douleur purifiaient le sang, le rendaient plus puissant. Alors, elle prolongeait leur souffrance aussi longtemps que possible, parfois plusieurs jours. À mesure que son obsession grandissait, elle s'entoura de complices. Certains partageaient ses penchants. D'autres étaient simplement trop terrifiés pour lui désobéir. Au centre de ce cercle macabre se trouvait Dotia Sentas, une vieille femme, sorcière et conseillère qui alimentait les délires sanglants de la comtesse. Yanosuri, un nain à la loyauté féroce, servait de garde du corps et de bourreau personnel à la comtesse. À ses côtés se trouvait Elonayor, une servante rusée chargée de recruter de nouvelles victimes, et Catalin Betki, la blanchisseuse qui avait pour tâche sinistre de faire disparaître les corps. Ensemble, ces quatre âmes perdues formèrent un cercle infernal, une véritable machine de mort au service d'Élisabeth. Leur méthode était froide, méthodique. Dotia repérait les jeunes filles dans les villages alentours, souvent de simples paysannes séduites par la promesse d'un emploi stable dans le château. Elles arrivaient pleines d'espoir, ignorant qu'elles entraient dans un piège dont nul ne revenait. Toutes étaient jeunes, belles, pleines de vie, et c'est précisément cela qu'Élisabeth voulait leur prendre. Les exécutions variaient selon l'humeur de la comtesse. Parfois, elle frappait ses victimes jusqu'à ce que leurs os se brisent. D'autres fois, elle préférait les brûler lentement avec des fers chauffés à blanc. Elle disait que la souffrance révélait la pureté du sang, que plus la peur était grande, plus le sang devenait précieux. L'un de ses rituels favoris consistait à suspendre la victime au plafond, les poignets attachés, pendant qu'elle ouvrait soigneusement la peau avec un couteau fin. Le sang s'écoulait lentement, goutte après goutte, dans une baignoire en marbre où la comtesse se plongeait ensuite. Elle croyait que ce bain de sang lui rendait sa jeunesse perdue. Le château de Tchaktis devint peu à peu un charnier. Les corps s'accumulaient. Certains étaient enterrés dans les jardins, d'autres jetés dans la rivière ou laissés dans la forêt pour être dévorés par les bêtes sauvages. Malgré les parfums et les herbes brûlées, l'odeur de la mort imprégnait chaque pierre de la forteresse. Ce qui paraît aujourd'hui incroyable, c'est que cette folie meurtrière dura près de 6 ans, sans que personne n'intervienne. À l'époque, la disparition de quelques servantes passait inaperçue. Les pauvres n'avaient pas de voix, pas de pouvoir.
et les rares autorités locales préféraient détourner le regard, souvent en échange de quelques pièces d'or. Vers l'an 1609, Élisabeth Báthory approchait de la cinquantaine. Malgré tous ces rituels sanglants, le temps poursuivait son œuvre. Dans son miroir, elle voyait désormais les rides, les taches de vieillesse, la peau qui se flétrissait. La peur de vieillir devint une obsession, dévorante qui la poussa à des actes encore plus monstrueux. Les meurtres, autrefois rares, devinrent fréquents. Chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, de nouvelles victimes étaient amenées dans les cachots. Mais bientôt, Élisabeth déclara que le sang des paysannes n'était plus assez puissant, qu'il manquait de noblesse. Alors, elle s'en prit aux jeunes filles de la petite noblesse. Des demoiselles bien nées, promises à un bel avenir, disparaissaient mystérieusement après avoir accepté une invitation de la comtesse. Élisabeth était persuadée que leur sang, plus pur, pouvait lui rendre la jeunesse éternelle. Ce fut cette erreur fatale, s'en prendre à celle de son propre rang, qui précipita sa chute, car lorsque les filles de nobles commencèrent à disparaître, les murmures devinrent trop forts pour être ignorés. Et bientôt, la justice du royaume se mettrait en marche, lentement, inexorablement, vers le château du sang. Élisabeth commença à inviter de jeunes femmes nobles dans son château, sous prétexte de parfaire leur éducation ou de leur enseigner l'art, de gérer une maison. Contrairement aux servantes paysannes, ces jeunes filles appartenaient à des familles influentes, des familles qui poseraient des questions si leurs enfants disparaissaient. La première victime noble fut une lointaine cousine, une jeune fille de 16 ans nommée Anna, envoyée au château pour apprendre les bonnes manières de la cour. Ses parents recevaient régulièrement des lettres de sa part, dans lesquelles Anna disait se plaire à Chactis et progresser dans ses études. Mais ces lettres n'étaient que des faux, écrits par Élisabeth elle-même après la mort atroce d'Anna. Lorsque la jeune fille ne rentra pas à la date prévue, ses parents se présentèrent au château, exigeant des explications. Élisabeth les accueillit avec un sourire bienveillant, feignant la surprise et la tristesse. Elle affirma qu'Anna avait peut-être fugué avec un jeune homme rencontré récemment et promit de participer activement aux recherches. Mais pendant que la comtesse parlait, la mère d'Anna remarqua quelque chose d'inexplicable. Autour du cou d'Élisabeth brillait le collier préféré de sa fille, un bijou unique transmis depuis plusieurs générations dans leur famille. Un frisson glacé parcourut la femme, elle comprit que quelque chose d'horrible s'était passé. La rumeur commença à se répandre dans toute la région. Les jeunes femmes nobles invitées à Chactis disparaissaient mystérieusement, et aucune n'en revenait. Peu à peu, les familles cessèrent d'envoyer leurs filles au château. Celles qui acceptaient encore l'invitation exigeait des lettres fréquentes et des visites régulières. L'enquête qui allait finalement faire tomber Élisabeth Báthory commença presque par hasard. Le roi Mathias II de Hongrie cherchait depuis longtemps un moyen de s'emparer des immenses domaines de la famille Báthory, à la fois pour s'enrichir et pour effacer certaines dettes du trésor royal envers la comtesse. Lorsque les rumeurs sur la disparition de jeunes nobles atteignirent la cour, le roi y vit une occasion parfaite. Il nomma György Thurzó, palatin de Hongrie et parent du défunt mari d'Élisabeth, pour diriger l'enquête. Thurzó était un homme méthodique, prudent, et il savait qu'accuser une femme aussi puissante nécessitait des preuves irréfutables. Il commença par interroger les familles des disparus, recueillant leurs témoignages, collectant des lettres, des objets personnels, des preuves tangibles. L'enquête prit des mois, pendant lesquels Élisabeth, inconsciente du danger qui se rapprochait, continua ses rituels sanglants. À la fin de l'année 1610, Thurzó avait rassemblé des dizaines de témoignages. Des servantes qui avaient réussi à s'échapper, des parents de victimes, des fonctionnaires locaux soudoyés pour se taire. Le tableau qui se dessinait dépassait l'imagination. Même les juges les plus endurcis étaient horrifiés par ce qu'ils lisaient. Selon ces témoignages, Élisabeth aurait assassiné entre 80 et 650 jeunes femmes au cours de sa vie. Le nombre exact ne serait jamais connu, beaucoup de victimes étant des paysannes non enregistrées. Mais les preuves physiques retrouvées dans le château ne laissaient aucun doute. Une horreur indicible avait bien eu lieu à Chactis. Des instruments de torture maculés de sang, des pièces résonnant du rire de la mort, et des restes humains éparpillés dans tout le domaine du château. Le 29 décembre 1610, Thurzó arriva au château de Chachet avec un contingent de soldats et un mandat royal pour arrêter Elizabeth. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur allait hanter leurs esprits pour le reste de leur vie. Le raid sur le château de Chuck commença à l'aube, alors que les épais murs de pierre étaient encore enveloppés par la brume matinale qui s'élevait des forêts environnantes. Thurzó avait minutieusement planifié le moment.
assez tôt pour surprendre les habitants avant qu'ils ne détruisent les preuves, mais assez tard pour que la lumière permette de documenter les horreurs. Le premier signe que quelque chose n'allait pas surgit dès qu'ils pénétrèrent. Dans la grande salle, une odeur de mort, âcre et suffocante, les frappa de plein fouet. Plusieurs soldats durent sortir pour vomir, mais ils continuèrent, suivant la piste olfactive jusqu'aux profondeurs du château. Dans les chambres inférieures, les scènes défiaient toute description. Une salle contenait les corps de 2 jeunes femmes, torturées à mort si récemment que leur sang était encore chaud. Une autre renfermait des restes partiellement démembrés de plusieurs victimes, arrangés selon des motifs suggérant un rituel sinistre. Mais la découverte la plus terrifiante fut celle de la chambre privée d'Élisabeth. Son bain personnel, une grande baignoire en argent, était rempli d'un liquide semblable à du sang, encore chaud, dans lequel flottaient des morceaux de chair et des mèches de cheveux humains. Élisabeth elle-même fut retrouvée à proximité, son corps couvert d'un sang qui n'était pas le sien. Les enquêteurs découvrirent également son journal intime, écrit de sa main. Chaque page retraçait ses crimes avec un détail méthodique, comme les cauchemars d'une femme folle, décrivant ses expériences sur les propriétés régénératrices du sang et ses différentes méthodes d'extraction. Certaines entrées étaient si troublantes qu'elles furent scellées et jamais révélées au public. Parmi les découvertes les plus glaçantes figuraient les corps de plusieurs jeunes femmes, nobles disparues ces derniers mois. Leurs cadavres portaient des traces de torture prolongées, et l'analyse chimique suggérait qu'elles avaient été maintenues en vie pendant plusieurs jours, voire semaines, avant d'être enfin abandonnées à la mort. Elizabeth Bay elle-même ne fut jamais jugée officiellement. En tant que membre de la haute noblesse, elle était techniquement hors de portée de la justice conventionnelle, et le roi, Mathias, craignait de créer un précédent dangereux pour d'autres familles nobles. Elle fut donc placée en résidence surveillée, tandis que ses complices, Dotiacentes Janosouvari, Elonayor et Catalin Betsky, furent traduits en justice. Le procès, débuté au début de 1611, fit rapidement sensation à travers l'Europe. Les procureurs présentèrent des preuves, détaillant un tableau de meurtres systématiques qui horrifia même les observateurs les plus cyniques. Témoins après témoins racontaient les horreurs qu'ils avaient vues ou entendues. D'anciens serviteurs décrivirent avoir été forcés d'assister à la torture et à la mort de leurs collègues. Les paysans locaux racontaient avoir trouvé des morceaux de corps dans la forêt, autour du château. Les autorités elles-mêmes admettaient avoir accepté des pots de vin pour ignorer les signalements de femmes disparues. Les preuves matérielles étaient tout aussi accablantes. Les enquêteurs avaient découvert des dossiers détaillés sur les meurtres, incluant des croquis d'instruments de torture et des notes sur les méthodes, produisant le plus de sang. Ils avaient trouvé des chambres spécifiquement conçues pour tuer, avec des systèmes de drainage pour collecter le sang et une insonorisation, destinés à étouffer les cris. Mais le témoignage le plus saisissant venait peut-être des complices eux-mêmes. Face à la certitude de l'exécution, ils commencèrent à se dénoncer mutuellement, chacun essayant de minimiser son rôle tout en impliquant les autres. Leurs aveux offraient une fenêtre sur le fonctionnement quotidien de la machine à tuer d'Élisabeth. Dacia Sentus, la vieille conseillère d'Élisabeth, affirma avoir simplement suivi les ordres et n'avoir eu d'autre choix que de participer. Mais les témoins racontèrent qu'elle avait été une participante enthousiaste, proposant souvent de nouvelles méthodes de torture et menant personnellement certains meurtres. Janosouvari, le nain, admit avoir tué plusieurs victimes de ses propres mains, mais prétendit avoir agi sous contrainte. D'autres témoignages suggérèrent toutefois qu'il prenait plaisir à ses actes, se portant volontaire pour les tâches les plus brutales. Le procès dura plusieurs mois, pendant lesquels l'opinion publique se retourna définitivement contre les accusés. Les preuves étaient trop accablantes, et les crimes trop horribles pour qu'aucune autre issue fût possible. Les 4 furent reconnus coupables et condamnés à mort, bien que leurs exécutions ayant été menées différemment, selon leur degré de responsabilité. Pendant que ses complices faisaient face à la justice, Elizabeth Bay restait confinée dans son château, officiellement sous enquête, mais en réalité hors de portée de la loi. Le roi Mathias et ses conseillers débattirent pendant des mois sur son sort. L'exécution étant légalement impossible en raison de son statut noble, mais la laisser libre étant politiquement impensable vu l'ampleur de ses crimes, ils trouvèrent une solution à la fois cruelle et inventive. Élisabeth serait murée vivante dans son propre château, confinée dans un petit ensemble de pièces, sans aucune possibilité d'évasion. Elle serait nourrie à travers une ouverture dans le mur, mais ne verrait plus jamais le monde extérieur ni aucun autre être humain, excepté ses gardes. L'opération de murage eut lieu fin 1611. En
environ 1 an après son arrestation. Élisabeth fut confinée à 3 pièces dans la tour supérieure du château de Shaktis. Une chambre à coucher, un petit salon et une salle de prière. Les portes avaient été murées, ne laissant que de petites ouvertures pour la nourriture et l'élimination des déchets. Les fenêtres étaient grillagées et voilées, lui coupant toute vue sur le monde extérieur. Les récits contemporains décrivent la réaction d'Élisabeth face à son emprisonnement, comme un mélange de rage et d'incrédulité. Elle s'était apparemment convaincue que son statut noble la protégerait des conséquences graves, et la réalité de cette captivité permanente fut un véritable choc. Elle passa ses premiers mois en captivité à supplier ses gardes et aller, menacée de terribles représailles, convaincue qu'elle serait bientôt libérée. Mais au fil des mois, puis des années, sa défiance laissa place à une forme de folie résignée. Les gardes rapportaient l'entendre parler seule pendant des heures, parfois en disputant des présences invisibles, parfois en récitant ce qui semblait être des incantations ou des sorts. Elle prétendait parfois voir les fantômes de ses victimes, décrivant leur apparence avec un réalisme troublant à quiconque voulait l'écouter. L'ironie de sa situation ne passait pas inaperçue. Élisabeth, qui avait tué des centaines de jeunes femmes, dans une vaine tentative de préserver sa jeunesse et sa beauté, se retrouvait désormais prisonnière d'un espace où elle vieillirait et dépérirait sans témoin. La vanité qui l'avait poussée au meurtre était punie de la manière la plus appropriée. Elizabeth Bay vécut dans ses chambres murées pendant près de 4 ans, de 1611 à sa mort en 1614. Pendant cette période, elle devint de plus en plus isolée, non seulement physiquement mais aussi mentalement, se réfugiant dans un monde de délire et de fantasmes qui ne se croisaient que rarement avec la réalité. Les gardes qui lui apportaient de la nourriture racontèrent qu'elle ne les reconnaissait souvent pas, les prenant parfois pour des serviteurs ou des membres de sa famille depuis longtemps décédés. Elle passait des heures à contempler son reflet dans un petit miroir, l'un des rares objets qu'on lui avait laissés, fascinée par les changements que l'âge et l'isolement avaient imprimés sur son visage. Sa santé physique se détériora rapidement dans ces conditions. Le manque de soleil et d'exercice, combiné à une alimentation simple de prisonnière, eut raison d'une femme qui avait jadis vécu dans le luxe. Sa beauté célèbre disparut complètement, remplacée par l'apparence hagarde de quelqu'un ayant perdu tout espoir. Mais peut-être le châtiment le plus cruel fut le silence. Élisabeth, qui avait autrefois commandé des dizaines de serviteurs et détenu le pouvoir de vie et de mort sur des centaines de personnes, n'avait plus personne à qui parler, hormis les gardes qui lui apportaient ses repas. La femme, autrefois entourée des cris de ses victimes, vivait désormais dans un monde où les seuls sons étaient sa propre voix et les pas occasionnels de ses geôliers. Le 21 août 1114, les gardes arrivèrent pour lui, apporter son repas du matin et la trouvèrent morte dans son lit. Elle avait 54 ans et, selon tous les récits, semblait être morte paisiblement dans son sommeil, une clémence qu'elle n'avait jamais accordée à ses victimes. La cause officielle de sa mort fut déclarée naturelle, bien que certains contemporains soupçonnent un suicide. Son corps ne présentait aucune trace de violence, et rien n'indiquait qu'elle ait été empoisonnée ou maltraitée par ses gardes. Après des années passées à tenter de tromper la mort en assassinant des innocents, Elizabeth Bay avait finalement succombé au même sort qui attend tous les mortels. Mais la mort d'Elizabeth Baruri ne mit pas fin à son histoire. En réalité, ce n'était que le début. Ses crimes étaient si choquants, si au-delà de l'entendement humain, qu'ils dépassèrent rapidement le simple fait historique pour entrer dans le domaine de la légende et du mythe. Les autorités gérèrent soigneusement les conséquences immédiates de sa mort. Son corps fut d'abord enterré dans l'église de Chapter C, mais les habitants locaux se plaignirent que sa présence profanait le lieu sacré. Elle fut finalement transférée dans une crypte familiale à Exed, où sa tombe fut délibérément laissée sans marque afin d'éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage morbide. Le château lui-même fut abandonné presque immédiatement après la mort d'Élisabeth. Les habitants locaux l'évitaient, affirmant qu'il était hanté par les esprits de ses victimes. Au fil des siècles, le bâtiment tomba progressivement en ruine, mais même aujourd'hui, les visiteurs signalent des bruits étranges et des phénomènes inexpliqués parmi les murs en décomposition. Mais c'est bien l'histoire elle-même qui eut la plus longue vie. Quelques décennies après sa mort, ses crimes furent embellis et exagérés, jusqu'à ce qu'Élisabeth devienne une figure de mal presque surnaturelle. Certains récits affirmaient qu'elle s'était baignée dans le sang de plus de 650 victims. D'autres suggéraient qu'elle avait passé des pactes avec des démons ou pratiqué la magie noire à grande échelle. La légende d'Elizabeth Bay se répandit dans toute l'Europe,
inspirant d'innombrables histoires, livres et finalement des films. Elle devint le modèle de la vampire féminine dans la culture populaire, une créature belle mais mortelle, se nourrissant du sang des innocents. La véritable Élisabeth, une femme mentalement instable, poussée par la vanité et le sadisme, se transforma ainsi en figure mythique du mal absolu. Les historiens modernes ont travaillé à séparer le vrai du faux dans son histoire. Mais cette tâche est compliquée, par la perte de nombreux documents originaux et par la tendance des récits contemporains à sensationnaliser ses crimes. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'elle a tué des dizaines de jeunes femmes, peut-être plus d'une centaine, dans la poursuite d'un fantasme tordu de préservation de sa jeunesse par le sang. Pour comprendre Elizabeth Bay, il faut aller au-delà des détails sensationnels de ses crimes et examiner les facteurs psychologiques et sociaux qui ont créé un tel monstre. Son histoire n'est pas seulement celle d'une folie individuelle, mais aussi des effets corrupteurs du pouvoir absolu et de la manière dont les institutions sociales peuvent permettre et protéger le mal. Élisabeth est née dans un monde où la vie des gens ordinaires avait peu de valeur, où les nobles pouvaient littéralement échapper au meurtre tant qu'ils confinaient leurs victimes aux classes inférieures. Le système féodal qui lui donnait le pouvoir sur des centaines de personnes l'isolait. Également des conséquences de l'abus de ce pouvoir. Pendant la majeure partie de sa carrière meurtrière, Élisabeth n'eut aucun contrôle sur ses actes, aucune interrogation, aucune responsabilité d'aucune sorte. Le profil psychologique qui émerge des récits contemporains suggère une femme souffrant de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des troubles de la personnalité sévère. Son absence totale d'empathie, son besoin de contrôle, son sens grandiose de sa propre importance et sa propension à infliger des souffrances pour sa satisfaction personnelle indiquent toutes des tendances psychopathiques exacerbées par sa position sociale. Mais Élisabeth était également le produit de l'héritage génétique de sa famille. La consanguinité, courante parmi la noblesse européenne à cette époque, entraînait souvent une instabilité mentale, et la famille bâtie avait une histoire documentée de maladies mentales et de comportements violents. Les crimes d'Élisabeth pouvaient être extrêmes, mais ils n'étaient pas totalement sans précédent dans sa lignée familiale. Le rôle de la superstition et des croyances populaires dans ces crimes ne peut non plus être ignoré. Élisabeth croyait sincèrement que se baigner dans le sang préserverait sa jeunesse, une croyance qui n'était pas totalement inhabituelle à son époque. La frontière entre médecine et magie était floue au XVIIe siècle, et beaucoup de gens acceptaient que certains rituels puissent avoir des effets physiques sur le corps. Ce qui distinguait Élisabeth n'était pas ses croyances, mais sa volonté d'agir en conséquence, quel qu'en soit le coût humain. Elle avait le pouvoir d'obtenir des victimes, l'isolement nécessaire pour cacher ses crimes et la structure psychologique pour prendre plaisir au processus du meurtre. La combinaison de ces facteurs créa une tempête parfaite de mal, donnant naissance à l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. À travers tous les siècles de fascination pour Élisabeth Bay, un aspect de son histoire a souvent été négligé, l'humanité de ses victimes. Ce n'étaient pas des personnages abstraits d'un drame historique, mais de véritables jeunes femmes avec des espoirs, des rêves, des peurs et des familles qui pleuraient leur perte. La plupart des victimes étaient des servantes, âgées généralement de 14 à 20 ans, venues travailler au château pour aider financièrement leur famille ou acquérir des compétences, leur permettant de trouver de meilleures opportunités ailleurs. Elles étaient souvent les filles de paysans, vivant en marge de la société et protégées de manière très limitée contre les caprices de leurs supérieurs sociaux. Certains de leurs noms ont été conservés dans les archives judiciaires. Anna, déchirée par des chiens après avoir été torturée. Cata, brûlée avec des fers rouges. Paula, battue à mort avec des bâtons. Ces jeunes filles eurent le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, attirant l'attention d'une femme dont l'appétit pour la cruauté n'avait aucune limite. Les victimes nobles, bien que moins nombreuses, furent tout aussi tragiques. Ces jeunes femmes avaient été envoyées au château par leur famille, confiantes dans la réputation et le statut social d'Élisabeth pour assurer leur sécurité. Au lieu de cela, elles se retrouvèrent piégées dans un cauchemar sans issue. L'impact psychologique sur les survivants, sur les serviteurs qui ont réussi à s'échapper, sur les familles ayant perdu des filles, et sur les communautés locales vivant dans la peur, est impossible à mesurer. Pendant des générations, la simple mention du nom de la famille, Barrier, suffisait à pousser les gens à faire le signe de croix et à murmurer des prières protectrices. Il est important de se rappeler que derrière chaque monstre historique se trouvent les victimes, oubliées dont la souffrance a rendu possible la réputation du monstre.
Les crimes d'Elizabeth Bay n'étaient pas de simples maléfices abstraits, mais des actes concrets de violence dirigés contre des individus précis qui méritaient de vivre pleinement, d'aimer et d'être aimés, de contribuer à leur famille et à leur communauté. L'histoire d'Elizabeth Bathory peut sembler appartenir à une époque plus sombre, mais les dynamiques psychologiques et sociales ayant permis ces crimes existent toujours dans notre monde moderne. La combinaison de pouvoir, d'isolement et de troubles mentaux qui créa la comtesse sanglante continue de produire des monstres à chaque génération. L'abus de pouvoir par ceux qui détiennent l'autorité est une constante de l'histoire humaine. Qu'il s'agisse de dirigeants politiques commettant des génocides, de figures religieuses abusant de leurs fidèles ou de personnes riches exploitant les plus vulnérables, le schéma demeure le même. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu, celui qu'Élisabeth exerçait sur ses serviteurs, corrompt absolument. Les tueurs en série modernes partagent souvent des traits psychologiques avec Elizabeth Bay, le besoin de contrôle, l'absence d'empathie, la capacité à compartimenter leurs crimes, tout en conservant une façade normale en public. Ces caractéristiques réapparaissent encore et encore dans les profils criminels. La principale différence est qu'aujourd'hui, les meurtriers disposent rarement des protections institutionnelles, dont Elizabeth bénéficia pendant tant d'années. Le rôle de la complicité dans la perpétuation du mal est une autre constante. Elizabeth n'aurait pas pu commettre ces crimes sans l'aide de ses complices. Tout comme les atrocités modernes nécessitent la coopération ou l'aveuglement volontaire de nombreux individus, les serviteurs qui se sont tus, les fonctionnaires qui ont détourné le regard, les membres de la famille qui soupçonnaient mais n'ont pas enquêté, portent tous une part de responsabilité dans la continuation de ces crimes. Peut-être plus important encore, l'histoire d'Elizabeth nous rappelle que le mal n'est pas toujours exotique ou surnaturel. Il peut émerger des milieux les plus privilégiés, se cacher derrière les façades les plus respectables et opérer au sein des sociétés les plus civilisées. Les monstres ne sont pas toujours évidents. Parfois, ce sont les personnes que l'on soupçonne le moins, celles qui semblent tout posséder, mais qui désirent toujours plus. En refermant ce sombre chapitre de l'histoire, il vaut la peine de revenir à ce moment où Elizabeth vit pour la première fois son propre sang sur sa peau et crut avoir découvert le secret de la jeunesse éternelle. À cet instant, elle fit un choix qui allait définir le reste de sa vie et de sa mort. Elle choisit de croire que sa propre existence valait plus que celle de tous ceux qui l'entouraient. La grande ironie de l'histoire d'Elizabeth Bathory est que sa tentative désespérée de préserver sa jeunesse et sa beauté conduisit finalement à leur destruction complète. La femme qui avait tué des centaines de personnes pour échapper au vieillissement mourut prématurément, seule et oubliée, sa beauté depuis longtemps disparue, et son nom à jamais associé à l'horreur plutôt qu'à l'admiration. Mais peut-être que l'aspect le plus glaçant de son héritage est la manière dont il reflète nos propres obsessions culturelles. Dans un monde où les gens subissent d'innombrables procédures pour conserver leur jeunesse, où l'industrie de la beauté génère des milliards de dollars grâce à nos peurs du vieillissement, où les réseaux sociaux imposent de nouvelles pressions pour maintenir une apparence parfaite. Les motivations d'Elizabeth Bathory ne semblent pas si étrangères qu'elles devraient l'être. La différence est une question de degré, non de nature. Nous ne nous baignons peut-être pas littéralement dans le sang, mais nous vivons dans une société qui valorise souvent l'apparence sur le fond, la jeunesse sur la sagesse, et les désirs individuels sur le bien collectif. Les germes de la folie d'Elizabeth existent en chacun de nous. Ce qui importe, c'est de choisir si nous les nourrissons ou si nous leur résistons. Le château de Chactus existe toujours, bien que la majeure partie se soit effondrée au fil des siècles. Des touristes le visitent parfois, attirés par l'histoire macabre, mais les habitants préfèrent encore l'éviter. Ils disent que certaines nuits, lorsque le vent est juste, on peut encore entendre les échos des cris d'autrefois portés par l'air. Mais peut-être devrions-nous écouter non pas les cris des morts, mais les murmures des vivants, ces petites voix qui nous avertissent lorsque nous allons trop loin, lorsque nos désirs deviennent destructeurs, lorsque notre quête du bonheur personnel cause de la souffrance aux autres. Elizabeth Bathory cessa d'écouter ces voix, et le résultat fut une tragédie qui résonne à travers les siècles. En fin de compte, la comtesse sanglante obtint une sorte d'immortalité, mais pas celle qu'elle recherchait. Au lieu d'être rappelée comme une belle femme qui ne vieillissait jamais, elle est désormais une leçon sur les dangers du pouvoir sans contrôle, des maladies mentales non traitées et de la capacité humaine au mal. Son histoire nous renvoie un miroir, reflétant les possibilités les plus sombres de la nature humaine et nous mettant au défi de choisir un meilleur chemin.
Le sang a depuis longtemps séché, les cris se sont tus, et la femme qui croyait pouvoir tromper la mort est elle-même morte depuis plus de 4 siècles. Pourtant, les questions que sa vie soulève sur le pouvoir, la vanité et la valeur de la vie humaine restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans les donjons du château de Jacka. En Mendiz, étudiant des monstres comme Elizabeth Barry, nous n'apprenons pas seulement sur le passé, mais sur la lutte éternelle entre nos meilleurs instincts et nos pulsions les plus sombres. Une lutte qui continue dans chaque cœur humain, à chaque génération, jusqu'à la fin des temps.